C'est avec joie que je salue les organisateurs et les participants de ce festival classique de l'Abitibi-Témiscamingue. Et je suis heureux qu'avec l'aide de mon ami Daniel Zavascki, je puisse être un peu avec vous malgré tout. Je vais exprimer tout de suite l'essentiel de mon message. Le reste sera comme la dentelle autour de la pièce. L'essentiel, c'est l'événement lui-même, qui se tient ici depuis 3 jours. Il dit tout. Il dit que les aventuriers, les pionniers qui sont venus planter ici leur vie de conquérants ont remporté la victoire sur les conditions adverses. Eux et leurs descendants ont survécu. Mieux que ça, ils ont vécu. Ils ont donné la vie. Ils ont accompagné la vie. Ils l'ont protégée. Ils ont semé. Ils ont récolté. Et maintenant, je vais passer au nous. Non seulement nous survivons, mais nous célébrons la vie en musique. Nous chantons la vie. Nous chantons la victoire de la vie et de l'amour. En disant nous, je m'inclus, évidemment. Devenu Montréalais, j'ai quand même gardé l'Abitibi dans mon cœur. Quand j'ai fait la présentation de la suite abitibienne à Wilkenrad, en Belgique, il y a 20 ans, je commençais mon allocution par ces mots. J'ai peur de me réveiller tout à coup et de constater que je rêvais. Vous imaginez, le petit gars du rang 9 de la Sarre, l'enfant peureux que j'avais été, qui se cachait sous les lits quand on avait de la visite. Il était là, sur scène, en Belgique, près de la frontière allemande, en train de présenter l'Abitibi, à un auditoire dont le tiers était de langue allemande, de sorte qu'il était important de prononcer quelques phrases en allemand. Je leur ai fait l'histoire et la géographie de l'Abitibi. En résumé, bien sûr. À l'époque, nous n'avions pas encore l'habitude d'inclure le Témiscamingue. Je leur ai conté des peurs, comme on dit chez nous. Je leur disais, l'Abitibi, c'est quand même pas aussi vaste que vous pouvez l'imaginer. Si on y plaçait la Suisse, le Danemark et la Belgique ensemble, il resterait peu d'espace à couvrir. Pour leur donner froid dans le dos, je leur disais, imaginez, les agriculteurs abitibiens jouissent à peine de 80 jours sans geler, 80 jours sans que les concombres et les tomates gèlent. À Montréal, on en a plus de 120, et en Belgique, il n'en est pas question. Je leur parlais de Stanley Sisko, mort dans la neige près de son avion. Vous avez tous vu cette photo dans le vieux livre sur l'Abitibi. On voyait des dollars que le vent éparpillait sur la neige. Quand se répand la mort en distance d'albâtre, écrit le parolier de la suite. Je leur ai dit de ne pas nous prendre pour des Nordiques. Wilkenrad est plus au nord que Val-d'Or. Ils sont plus au nord que Paris, et Paris est sensiblement au même degré de latitude que Val-d'Or. J'avais dans mes poches une grosse pépite d'or dans sa gangue, sortie clandestinement d'une mine et qui m'avait été donnée sous le sceau du secret par un ami de Sainte-Terre. Et je la leur montrais pour parler de la vallée de l'or. Je leur parlais des lacs, des rivières, des orignaux, et aussi, dans un autre chapitre, d'un musicien belge devenu abitibien. Peut-être certains d'entre vous ne savent pas quel lien s'était établi entre Edgar et moi. Pendant 9 ans, au séminaire d'Amos, nous avons été collègues, professeurs. Au réfectoire, j'étais assis à côté de lui. Il enseignait la musique et moi la littérature française. C'est en 1967 qu'il m'a proposé de créer avec lui une œuvre lyrique. Déjà, il avait l'Abitibi dans la peau et dans le cœur. Il avait aussi l'attitude d'un pionnier, l'attitude de ceux et celles qui sont capables de penser ce qui n'existe pas encore et de s'y mettre avec ardeur pour le faire exister. Ce que son pays natal lui avait donné comme bagage culturel, il était heureux de le partager avec les gens d'ici.
Il est avec nous en ce moment, au balcon, penché vers nous, du haut des balcons du ciel. Autrefois, à l'église, on chantait « Ils moissonnent dans l'allégresse ce qu'ils ont semé dans les pleurs. » Aujourd'hui, on chante la suite abitibienne. Viendra le grand soleil des jours de floraison, viendra le vent béni des grands jours de moisson. De mon côté, j'avais deux sources d'inspiration. D'une part, la vie de mes parents, de mes oncles et tantes, et d'autre part, l'histoire de la région. J'avais un ami chez les terres de Saint-Viateur, qui était un historien de l'Abitibi. Il s'appelait Jean comme moi, Jean Laflamme. Et il m'avait dit, les grands thèmes de cette histoire, ce sont le rôle et l'importance du chemin de fer, la coupe du bois, l'installation des colons, l'agriculture et les mines. Pour vous mettre dans l'ambiance, j'aimerais vous expliquer l'origine et le sens de quelques vers que vous allez entendre, comme ils sont venus planter leur vie de conquérants au versant ignoré des victoires sans titre. Nous applaudissons les athlètes olympiques quand ils reçoivent une médaille d'or. Et c'est bien, ils ont visé l'excellence et se sont dépassés eux-mêmes. Mais combien de pionniers de l'Abitibi-Témiscamingue recevraient la médaille d'or du courage et de la détermination si les actions humaines étaient évaluées objectivement? Un autre vers qui demande explication. Au secret de l'eau blonde, le poisson blanc s'inquiète. L'eau blonde. L'eau de la rivière Lassar avait la couleur du café au lait. Et quand nous allions nous baigner dans une baie près d'un barrage hydroélectrique au bout du Rhin, nous ne voyions pas le fond de l'eau, nous ne voyions pas nos pieds dans l'eau. Mais nous avons nagé joyeusement dans l'eau blonde, comme le poisson blanc, comme des poissons dans l'eau. Plus loin, il est fait mention des oies sauvages. Les oies sauvages, il faut bien comprendre que ce sont les outardes. Quand j'ai eu terminé mes études à Mont-Laurier et à Ottawa, quand j'ai vécu à nouveau mon premier automne abitibien, après 12 ans d'absence, c'est le passage des outardes qui m'a rappelé que j'appartenais à ce pays nordique. Un autre passage demande explication. Un grand serpent de fer fait trembler nos cabanes. Ce n'est pas le vers qui demande explication, mais le passage. J'ai l'impression que d'aucuns auraient besoin de quelques indications concernant le parcours du serpent de fer traversant l'Abitibi. Quand le curé Cormier de la Sarre m'a appris que mon village s'était d'abord appelé Wabakin et que les Amérindiens appelaient la locomotive Shkoudedaban, la machine de feu, j'ai été fasciné par cette révélation et j'ai cherché les noms primitifs de toutes les stations à partir de la frontière ontarienne jusqu'à Sainte-Terre, en amérindien comme en anglais. La traduction n'est pas dans le texte. Le train de la suite abitibienne cherche en vain des noms français sur son parcours et peut-être que les auditeurs se posent aussi les mêmes questions. Le train qui sort de l'Ontario passe tout naturellement d'abord à La Reine, c'était Okiko. À Dupuis, c'était Lule. À La Sarre, c'était Wabakin. À Macamic, c'était Macamic. À Wautier, c'était Cacameo. À Tachereau, c'était O'Brien. À La Ferme, c'était Spirit Lake. À Amos, c'était Aricana. À Landrienne, c'était Peterborough. À Barrault, c'était Natagan. À Bellecour, c'était Café. Et à Sainte-Terre, autrefois, c'était Natawi. Plus loin, il est question d'un pays qu'il fallait posséder en le nommant. On a interrogé l'histoire, dit le texte. Ici, je veux simplement exprimer mon admiration pour les gens intelligents qui ont eu l'idée d'emprunter aux régiments et aux officiers de l'armée de Montcalm les beaux noms français qui désignent nos comtés et nos municipalités.
par curiosité linguistique, entre parenthèses, d'aucuns seraient peut-être heureux d'apprendre que le canton d'Emeloise, en français moderne, s'appellerait le canton des Mélèzes. Dans la section de la coupe du bois, on entend le mot anglais timber, qui signifie du bois. Les grands chantiers forestiers étaient dirigés par de grandes sociétés dont la direction était anglophone, comme la CIP, la Canadian International Paper Company. Quand plusieurs bûcherons travaillaient dans le même espace, il fallait avertir quand un arbre allait tomber. Et on criait « Timber !» L'autre vers a commenté. Et le boulot glissa sur l'eau. Ici, j'ai un pincement au cœur. La rime était si facile, si claire, si limpide. Et le boulot glissa sur l'eau. Mais j'apprends plus tard qu'on ne faisait pas flotter le boulot, parce que son écorce est comme du liège, elle boit l'eau comme une éponge, ce qui rend l'arbre trop lourd. Mais dans la suite abitibienne, ne vous inquiétez pas, le boulot flotte à merveille. Après, c'est la gigue. Il faut savoir à ce sujet que, dans ce temps-là, les gens s'excusaient d'avoir chanté ou d'avoir joué de la musique. À propos du monologue sur la colonisation de nos grands espaces, je fais ici une déclaration sérieuse. Quelqu'un m'a copié. Eh oui, il m'a copié un siècle à l'avance. Et je ne le savais pas. Georges-Étienne Cartier, dans un discours, avait exprimé les mêmes idées qu'on trouve dans la suite abitibienne. Il disait « Restons chez nous, emparons-nous du sol ». Voilà les deux phrases que je laisse pour les méditer sérieusement à mes compatriotes de la province de Québec. Restons chez nous, notre chez nous, le chez nous de nos pères, plus tard le chez nous de nos enfants et de nos arrière-petits-enfants. Pourquoi il le disait? Sans doute parce que bien des Québécois croyaient que la vie serait plus facile aux États-Unis. Ils ont déménagé en Nouvelle-Angleterre. Mon père y a vécu durant 8 ans, avec ses parents, bien sûr, toute sa famille. Alors Cartier disait « Restons chez nous ». Et il ajoutait, c'est là que ça ressemble à la suite abitibienne, « L'histoire conservera vos noms, vaillants défricheurs ». Ça, c'est pour les pionniers de l'Abitibi-Témiscamingue. Et plus tard, lorsque le visiteur parcourra vos belles paroisses, lorsqu'il verra les églises élevant leurs clochers vers le ciel, les écoles remplies de vos petits-enfants balbutiant l'alphabet français, il rendra hommage aux pionniers et dira « Ceux-là étaient de vrais patriotes. C'est une œuvre religieuse et nationale que nous accomplissions. » Georges-Étienne Cartier. Vers la fin de la suite, il est question des loups dans la forêt bleuâtre et du froid qui mord les clous au mur de nos maisons. Il n'y avait pas de loups dans la partie non défrichée de notre terre, mais des renards. Je me souviens de les avoir entendus glapir au loin, le soir en hiver, pendant que la lune jetait sa lumière bleutée sur les grandes étendues de neige. Ça donnait le frisson. J'ai aussi entendu plus d'une fois, comme vous sans doute, par grand froid, un clou cassé dans la structure de la maison, faisant une détonation comme un coup de fusil. Ça aussi, ça donnait froid dans le dos. 2 vers tirés de la fin de l'œuvre m'amènent à une conclusion. Quand se répand la mort en distance d'albâtre, toujours flambe en son cœur l'éternelle saison. J'ai parlé de Stanley Sisko, mort dans la neige près de son avion. Voici un autre souvenir. La chorale du séminaire d'Amos venait prêter main forte à la chorale de Val-d'Or. Au retour, après la répétition, vers 10h30 en hiver, par un froid de 25 sous zéro, nous voyions, au bord de la route, de petites maisons blotties dans la neige, coiffées d'un panache de fumée, et il y avait de la lumière aux fenêtres. Dehors, c'était le froid de la mort. À l'intérieur,
C'était la saison de la vie, la saison, l'éternelle saison de l'amour, l'éternelle saison de la vie. Un journal de langue allemande en Belgique avait intitulé Eine Hymne an die Liebe und das Leben. C'est ça que vous allez chanter, un hymne à l'amour et à la vie. La vie éclose sur le versant de l'improbable, écrit un philosophe. Cette chose-là est arrivée en Abitibi-Témiscamingue. La vie a éclos sur le versant de l'improbable. Ma mère avait 17 ans quand elle a quitté Armagh, comté de Bellechasse, et s'est amenée dans le rang 8 et 9 de la Sarre. Mon père en avait 22. Deux adolescents, devant une terre en bois de boue, comme on disait. Il fallait couper des arbres pour faire une place à la maison. En attendant, on vivait dans un camp en bois rond. Un camp, c'est comme ça qu'on disait. Comme des milliers d'autres pionniers, ils ont défriché, ils ont bâti, ils ont semé, ils ont récolté, ils ont donné la vie, ils ont accompagné la vie, ils ont fait instruire leurs enfants, ils ont remporté la victoire de la vie et de l'amour. D'autres ont mené leur combat dans le commerce, d'autres dans l'industrie minière. Et partout, les mamans ont fait des miracles sur le versant de l'improbable. Il faut chanter cette victoire, la gloire obscure de ces conquérants au versant ignoré des victoires sans titre. Ils vivent, ils vivront, car ils sont venus pour vivre. Bravo aux organisateurs et aux participants de cette belle fête. Bravo Donald, bravo Jasmine, bravo la chorale.